Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 11 juin 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, sans plus attendre, direction les bourses européennes qui ont terminé en baisse mercredi. Les prises d'initiative ayant été limitées sur le marché avant les annonces justement de la Réserve fédérale. On a eu aussi l'organisation, l'OCDE plutôt, qui a dressé un portrait encore plus pessimiste de l'économie mondiale que la Banque mondiale en prévoyant une contraction de 6% cette année. Donc la pire récession bien sûr depuis les 100 dernières années, avant bien évidemment un rebond l'année suivante. Du côté des indicateurs, eh bien, le premier trimestre 2020 a vu en France la destruction de environ 500 000 emplois presque dans le secteur privé, soit une baisse de 2,5%. La Banque mondiale, elle, a tablé lundi sur une contraction de 5,2% dans sa nouvelle projection pour tenir compte des effets de la pandémie. Et enfin, ce matin, pour finir, eh bien, l'humeur est plutôt en berne après la Fed, avec des perspectives qui pèsent sur l'ambiance qu'on avait un peu optimiste des dernières semaines. Effectivement, ce matin, les bourses sont refroidies par les propos de Powell qui prévoit une année 2020 difficile pour l'économie américaine. Côté US, eh bien, l'exception du Nasdaq, la bourse de New York a fini en baisse aussi mercredi au terme d'une séance volatile, alors que la Fed a réaffirmé sa politique de soutien monétaire à l'économie, mais prédit une contraction de 6,5% du PIB américain cette année. La Fed a aussi promis mercredi de continuer à soutenir l'économie pendant plusieurs années après la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, qui devrait se solder par une chute du PIB de 6,5% cette année et porter le taux de chômage à 9,3% en fin d'année. Alors, Jérôme Powell s'est aussi montré prudent lors de son évaluation de l'économie, soulignant que des millions d'Américains étaient encore sans emploi. Interrogé sur la possibilité d'une bulle sur les marchés, Powell a par ailleurs assuré que la Fed ne s'intéressait pas au niveau de prix des actifs, mais juste au bon fonctionnement des circuits financiers. De ce fait aussi, on constate que l'éclatement d'une bulle d'actifs nuirait bien sûr aux demandeurs d'emploi. Côté macro, eh bien ici, c'est un graphique de l'OCDE concernant les retombées de la pandémie sur l'économie dans le monde, en Chine, en Europe, un peu partout autour du globe. Et donc, l'OCDE met en garde contre les cicatrices économiques les plus profondes en temps de paix depuis un siècle et elle prévoit que l'économie mondiale diminuera de 6% en 2020 et une deuxième vague qui, selon l'OCDE, est un scénario tout aussi probable, pourrait signifier une contraction de 7,6%. Donc là, c'est les prévisions actuelles, on est autour de 6, 7,6% en cas de seconde vague. Et on voit, on avait pu voir avec des graphiques hier ou cette semaine que la France était l'un des pays les plus impactés avec le Royaume-Uni et l'Italie. Pour rappel, on a des prévisions pour la France, que ce soit les prévisions du gouvernement, de l'OCDE ou de la Banque de France aux alentours de, en moyenne, 10%, entre 10 et 11%. Et en cas de seconde vague, la France pourrait avoisiner une contraction du PIB autour de 13, entre 13 et 14,7%. Quand même du jamais vu dans l'histoire. Côté banque centrale, ici, suite
aux annonces de la Fed et de Jérôme Powell. C'est un graphique qui représente le bilan de la Fed avec les taux de la Fed qui sont actuellement proches de zéro, puisque la Fed a décidé de maintenir des taux proches de zéro, puisque le virus représente et présente encore des risques considérables. La Fed laisse donc ses indications sur la trajectoire future des taux inchangées pour le moment. Et les taux se maintiendront près de zéro jusqu'à 2022. Jusqu'en 2022, la Fed compte laisser ses taux inchangés, donc voire à zéro. Elle n'a pas envie pour le moment d'opter pour des taux négatifs. Toutefois, on a une belle corrélation encore entre les injections de liquidités et la baisse des taux. Ici, comme en 2008, où suite à la crise des subprimes, la Réserve fédérale avait baissé ses taux, grosse injection de liquidités sur les marchés. Et là, encore une nouvelle fois, même scénario, scénario catastrophique, critique, baisse de taux assez drastique et une nouvelle fois, augmentation du bilan. Donc Powell, on a l'impression que Jérôme Powell a conscience qu'il y a une bulle actuellement sur les marchés à cause de ces liquidités à outrance et à foison. Comme je vous l'expliquais, Powell a assuré qu'il ne s'intéressait pas au niveau du prix des actifs, mais juste au bon fonctionnement des circuits financiers. Donc ça sous-entend que, en quelque sorte, il est au courant qu'il y a une bulle qui est en train de se construire sur les marchés financiers à cause de ces injections de liquidités, mais que l'éclatement d'une bulle d'actifs nuirait aux demandeurs d'emploi. Donc, le message, en fait, c'est on a le sentiment que les institutions sont au courant de ce qui se passe sur les marchés, ont trouvé une solution à court terme, mais n'ont pas de porte de sortie. Et donc, à moyen et long terme, on ne sait pas concrètement si ces politiques monétaires aberrantes sont saines pour l'économie et pour le maintien, en tout cas, des marchés financiers. Donc ça, encore une fois, seul le temps nous dira si oui ou non, dans les semaines, les mois à venir, ces décisions ont porté leurs fruits ou au contraire ont alimenté quelque chose d'encore plus gros et à risque surtout pour les marchés financiers. Encore une fois, pour remettre un peu en perspective ce que je viens de dire, ici c'est le S&P 500 et les bénéfices des entreprises. Et on constate en fait que depuis 50 ans, le S&P 500 et les bénéfices des entreprises, le composant, ont tendance à évoluer de pair. Sauf ici en 2000 où on avait vraiment une décorrélation et c'est actuellement le cas, encore une fois. Et là, en fait, l'écart n'a jamais été aussi élevé. On a un S&P 500, voire un Nasdaq qui a franchi le cap historique des 10 000 points. Le S&P qui est positif sur l'année maintenant, quasiment. Et derrière, on a une baisse des profits à venir. Donc, forcément, l'élastique, comme j'ai pu l'expliquer avec les injections de liquidités à foison, l'élastique est extrêmement tendu pour le moment. Donc, deux explications ou deux solutions à venir. Soit l'un va chuter, soit les bénéfices futurs, bien sûr, vont se redresser. Donc, je pense qu'il y aura un peu des deux, mais on constate ici, vous voyez, que quand l'élastique est trop tendu, au bout d'un moment, ça cède. Et on a eu le S&P qui a chuté, et en parallèle, ça mettait du temps, mais les bénéfices, eux, ont recommencé à reprendre de la hauteur. Et là, on est vraiment dans un scénario extrême où l'écart n'a jamais été aussi important, puisqu'on est quasiment sur des sommets, du moins si on prend le Nasdaq, même si les valeurs de la tech réalisent d'énormes profits, sans toutes ces injections de liquidités, je ne pense pas que le Nasdaq aurait atteint les 10K, en tout cas aussi facilement, et en seulement quelques semaines depuis le rebond aux alentours des 7000 points. Donc ce graphique met un peu en perspective et remet les choses dans leur contexte en expliquant vraiment qu'il y a une décorrélation et on constate que l'élastique est extrêmement tendu. Donc certes, les bénéfices à venir vont être meilleurs, là-dessus,
quasiment aucun doute, mais toutefois ne reflète pas du tout actuellement le marché. Alors certes, on va me dire, oui, mais le marché anticipe. Le marché anticipe et se projette dans les semaines et les mois à venir, mais le marché n'avait pas anticipé la crise du Covid, bien au contraire. Et ici, le marché n'avait pas non plus anticipé l'éclatement d'une bulle des dot-com, et pareil pour les subprimes. Donc oui, les marchés anticipent souvent une longueur d'avance, mais les marchés n'anticipent pas des signes noirs. Sinon, ce serait un peu facile et du moins les marchés ne fonctionneraient pas de cette façon-là. Donc actuellement, le coronavirus est un signe noir. On n'est pas à l'abri d'une autre étincelle sur les marchés à venir. Et donc, au bout d'un moment, forcément, il va avoir ces deux lignes vont devoir se réajuster et se reconnecter avec les fondamentaux sous risque de faire des dégâts dans les semaines, voire les mois à venir, si on n'a pas un peu un rééquilibre, en tout cas avec les fondamentaux et les marchés. Côté graphique maintenant, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40 qui lâche quand même 2%, on a quasiment lâché 3% ce matin. Les signaux baissiers évoqués avec finalement cet avalement et un peu cette étoile du soir ont plutôt bien fonctionné pour le moment. On est venu faire un gros gap ici pour le moment, on a quand même un sacré gap, on est venu gaper quasiment la zone 5050 avec notre oblique. Bon, bah là, on ne voit pas, c'est en données hebdomadaires bien sûr, mais on est venu quand même gaper cette oblique et la zone à 5050 points. On peut identifier très clairement juste ici. Donc on a eu un beau gap pour le moment. Est-ce que c'est un gap de rupture? Je ne sais pas. Il est encore trop tôt pour affirmer que c'est un gap de rupture, un peu comme ici. On avait quand même une certaine euphorie qui était présente sur les marchés ces dernières semaines, un sentiment que le pire est derrière nous, que le meilleur reste à venir. Et derrière, finalement, Jérôme Powell est venu doucher les investisseurs hier soir et un peu remis les choses dans leur contexte en expliquant que la reprise allait être longue, que les taux allaient devoir rester bas et que le taux de chômage jusqu'à la fin de l'année devrait avoisiner les 10%. Certes, ça va reprendre, mais il a quand même avoué qu'il allait avoir des destructions d'emplois et des entreprises qui risquaient encore de faire faillite. Donc ici, on corrige pour le moment. Voyons les US, comment ils vont réagir face à ce gap baissier. Les futurs sont aussi dans le rouge. Techniquement, on a un gap à venir chercher aux alentours des 4864 points. Il n'est pas complètement comblé, ce gap. On a encore un peu d'espace, partiellement comblé. Puis on pourrait venir prendre appui sur la moyenne mobile 50. Je vais passer sur le futur. Sur le futur, on avait cette fameuse étoile du soir et cette divergence. Et là, on est venu prendre appui justement sur la moyenne mobile 50. Donc ici, sur le futur, comme évoqué mardi, construction un peu d'une étoile du soir en formation. Pour le moment, elle est validée. Le marché est en train de corriger. Et donc, on est en train de, voilà, on est venu prendre appui quasiment sur les niveaux des 50, 38,2. D'un point de vue de la divergence baissière, en tout cas sur RSI, qui a parfaitement fonctionné, l'objectif théorique, lui, se situe aux alentours de 4700. Donc là, on se situe sur un niveau technique. Effectivement, on pourrait prendre appui sur la moyenne mobile 50 pour tenter de rebondir. Toutefois, si cette moyenne mobile 50 était amenée à céder, on pourrait avoir une dégringolade pour atteindre l'objectif théorique aux alentours des 4700, 4750 points sur le CAC 40. Le DAX, même constat, hein, la divergence baissière a fonctionné elle aussi. On est proche de la grosse zone mensuelle, juste ici. Donc pareil, on pourrait avoir une chute un peu plus profonde au niveau de la zone mensuelle, revenir tester la moyenne mobile 50. Et pour rappel, on a fait quand même un gap haussier mensuel. Ici, on a un léger gap haussier. On voit
pas très bien, mais il y a un léger gap haussier qui n'a pas été comblé. Donc pareil, si jamais le marché est amené à corriger un peu plus, revenir tester la moyenne mobile, oui, la moyenne mobile 50 mensuelle et la zone de support mensuel, eh bien on aurait un gap à venir chercher un peu plus bas. En hebdomadaire, voilà, là on a un gros niveau technique, MM50, MM200 hebdomadaire. Actuellement on teste un support, mais si on enfonce, vous voyez, voilà, ici on a quand même ouvert avec un beau gap, et il y a un gap à venir chercher au niveau des 11 800 points. Et là, voilà, on est confronté MM50, MM200 hebdomadaire et MM200 journalière. Donc on a un gros niveau technique. Pour le moment, on est quasiment venu combler le gap, les ouvert ici, mais derrière, voilà, il y a ce gap-là encore à venir chercher. Et pareil, la divergence, elle, est censée ouvrir la voie à un objectif aux alentours des 50% de retracement de cette dernière vague de hausse. Donc, ce sera aux alentours des 11 585. Le Dow Jones. Le Dow Jones. Alors, je trouve que le cash n'est pas très parlant. Le futur envoyait plus de signaux baissiers et montrait des signes de faiblesse, comme on avait pu le voir en début de semaine. Certes, le cash nous permettait d'identifier vraiment cette grosse résistance au niveau des 23 320 ici, qu'on avait tenté de franchir en début de semaine. Finalement, on s'était rendu compte que c'était une sorte de bull trap. Et en basculant sur le futur, on avait aussi une magnifique divergence baissière en formation et un dark cloud cover, donc plusieurs éléments techniques qui plaidaient en tout cas pour une correction à venir sur l'indice. Et effectivement, là, ici, on avait bien ce chandelier de retournement, donc il a plutôt bien fonctionné. On est venu tester la moyenne mobile 200. Et derrière, en données 4 heures, voilà, on avait toujours cette divergence baissière qui est en place. L'objectif théorique, pour moi, a été atteint. On est venu pile poil chercher les 50%. Donc en soi, l'objectif théorique de cette divergence, juste ici, a été atteint. Donc pour celles et ceux qui se sont positionnés, n'oubliez pas de prendre des bénéfices, de baisser vos stops en tout cas, ou de mettre des stops à break-even. Peut-être qu'on peut avoir une correction un peu plus profonde, mais en tout cas, un objectif majeur sur la divergence était atteint. Reste à savoir maintenant si le marché va enfoncer d'autres niveaux, et si on casse le niveau des 61,8, on pourrait très bien retracer tout le mouvement et aller chercher les 25 000 points. Donc là, pour le moment, attendons de voir l'ouverture des US, même si les futurs sont dans le rouge, mais le marché a atteint quand même un objectif majeur d'un point de vue de la divergence. Peut-être que le pattern, le changer de retournement, va permettre d'envoyer le marché un peu plus bas. Effectivement, ce serait d'aller chercher les 26 000 et en cas de cassure, d'aller chercher la moyenne mobile 200 vers les 24 800 points. L'euro face au dollar, qui tente toujours de s'extraire, hein, la moyenne mobile, oui, la moyenne mobile 200 fait obstacle, mais c'est surtout l'oblique baissière de moyen long terme. Et donc, la clôture hebdomadaire va être décisive pour l'euro, dans le sens où on a déjà connu ce rallye, en fait, on a déjà connu une première fois ce rallye, rappelez-vous, et derrière, finalement, le flux haussier s'était vite essoufflé, on était retombé sur de nouveaux plus bas. Donc c'est pour ça qu'on a un beau rallye qui se met en place, qui est en train de s'installer. L'euro a tenté ce matin et même hier de franchir voilà, vraiment ce gros niveau à 1,1370. Il ne faudrait pas qu'on recommence ce scénario-là, en fait. Rallye, et puis derrière, ça retombe une nouvelle fois. On a buté contre l'oblique, et derrière, ça retombe. Donc là, ici, pareil. Et c'est vraiment cette clôture au-dessus des 1,1370 qui permettra en tout cas de renforcer les perspectives haussières pour aller chercher les 1,14,6 et les 1,15,30 à moyen court terme. En journalier, bon, pour le moment, voilà, on a fait une belle bougie, belle mèche avec XM, on a clôturé en dessous, là on hésite.
Pour le moment, la tendance est clairement haussière, le flux est clairement haussier, mais le marché se cherche. Le marché hésite, le marché a besoin encore de se chercher, je pense. On peut toujours cadrer la dynamique haussière, voilà, avec cette oblique et la moyenne mobile 50 qui vient. Et tant que cette oblique n'est pas cassée, que la moyenne mobile 50 n'est pas franchie à la baisse, et surtout qu'on n'enfonce pas le support des 1,1270, eh bien, la poursuite de la hausse pourrait continuer en direction des niveaux de résistance. Toutefois, c'est primordial d'avoir une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau pour vraiment confirmer la cassure de la MM200 et de l'oblique baissière. L'USD CAD. L'USD CAD qui nous valide un peu un double bottom en ce début de journée, ici, avec aussi ces... Je suis en données 3 heures. Hop. Voilà. On avait cette divergence un peu agressive, on va dire, puisqu'on a fait une sacrée mèche ici, mais on avait une divergence haussière qui est en train de s'installer sur la zone à surveiller des 1,33,3, juste ici. On a fait une belle mèche pour venir tester ce niveau, et derrière, ça semble repartir, et on pourrait déclencher un rebond. Effectivement, on a une divergence, on est venu taper la zone des 1,33,3, comme on avait vu dans les stratégies bourse. Derrière, on se fait une bougie avec mèche, et là, on tente de reconquérir MM200, et voilà. On est venu prendre appui sur la même 50 hebdomadaire. Donc là, on avait un gros niveau technique, divergence 4 heures en place, on est en train de casser la moyenne mobile 50. Donc, on pourrait aller chercher des niveaux, on pourrait retourner en direction, je pense, des 1,3570, enfin, entamer un rebond. Voilà, entamer un rebond en direction des 1,3830 et 50%, avec effectivement, ce serait d'aller chercher la zone ici à 1,3770. L'euro CHF, pareil, évoqué un peu dans les stratégies bourse en début de semaine aussi, la divergence baissière sur l'euro CHF, qu'on reprenne un peu. Voilà, belle oblique baissière qui passait par tous les plus hauts, le marché est venu buter, fausse cassure, bull trap au niveau des 1,0840, juste ici, grosse zone technique pour rappel, hein, on est quand même venu là travailler une fois ici, à de nombreuses reprises par le passé, juste ici. Donc l'oblique baissière, fausse cassure, bull trap. En journalier, on avait quand même un magnifique avalement baissier ici avec un gap aussi à l'ouverture le dimanche. Et derrière, encore une fois, la divergence 4 heures a fait son effet et le marché a corrigé les 50% de la dernière vague de hausse. Donc, du rallye fulgurant qu'on avait eu suite à l'annonce du plan franco-allemand, à l'annonce ici de la Commission européenne d'un plan de relance de 750 milliards et ici à l'annonce de la BCE avec l'augmentation du PEPP. Donc, une fois que le marché a digéré toutes ces annonces, eh bien, l'euphorie retombe, bien sûr. Le Covid est toujours là, est toujours présent et le franc suisse se renforce, étant donné que même si l'économie a réouvert, les prévisions, enfin du moins, on n'a pas, on démarre pas à plein régime. Donc il y a encore des incertitudes, le franc suisse se renforce. Pour celles et ceux, encore une fois, qui étaient positionnés sur le franc suisse, eh bien un objectif majeur a été atteint. On a atteint les 50% de retracement, on a quand même enfoncé le support clé des 1,0735. Donc maintenant, à voir si le marché a envie d'aller encore plus bas. Mais un objectif majeur a été atteint. Donc pareil, on n'oublie pas d'encaisser ses bénéfices, de prendre une partie de ses bénéfices ou d'abaisser son stop histoire de passer à break-even et de ne pas redonner ses gains si durement gagnés au marché. Concernant le gold, très propre le gold, qui a quand même bien clôturé hier avec les propos de Jérôme Powell, encore une fois, toujours dans ce range. Pas grand-chose à dire, hein. On est toujours dans un énorme range de consolidation.
force est de constater que l'or va continuer de profiter face à l'incertitude et à l'aversion au risque, qui est toujours très présent sur les marchés. Le VIX commence à se réveiller encore une fois. On a quasiment atteint les 30 ce matin. Donc, l'or, plutôt solide, hein, malgré la récente hausse des marchés au cours des dernières semaines, eh bien, l'or reste très performant, consolide dans ce range. On avait potentiellement cette figure d'élargissement ici, un peu à ce biseau inversé, vous voyez, c'est cette espèce de porte-voie d'élargissement ici. On est venu casser, là on est venu faire un pullback, donc finalement si on n'est pas dans un range et qu'on est bien dans cette figure, et qu'on en sort par le haut, bon, bah, le prochain obstacle c'est le 1700 et derrière c'est direction très facilement les 1800 $. Le Brent 7 du terrain, 3%. Encore une fois, le chandelier a plutôt bien fonctionné sur le Brent, avertissant d'une fin de hausse à venir. Là, on tente de sortir de ce canal haussier, à confirmer sur clôture. Et encore une fois, voilà, il faut qu'on enfonce véritablement l'ancien top ici pour que la tendance, qu'on n'ait plus une tendance haussière, qu'on n'ait pas des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Là, du coup, si on casse ici l'ancien plus bas, hein, l'ancien plus bas ici, si on le fait ici, bah, on sera plus bas que l'ancien plus haut. Donc forcément, on ne sera plus dans une tendance, une belle tendance haussière qu'on avait ici. Des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Là, ce sera plus le cas. Donc, à la croisée des chemins, c'est le niveau des 40. Clairement, moyenne mobile 50, ancien top ici. Si on casse, ça devrait quand même ouvrir la voie à une correction en direction des niveaux de support. Plus costaud, le WTI quand même, qui est sur support en fait. Encore une fois, qui est sur support, qui résiste plutôt bien. Et encore la Monobile 50 qui vient tester, qui vient soutenir les prix. Donc, en journalier, on est vraiment pile poil sur la zone de support, donc un peu trop tôt pour affirmer une correction à venir. Même si en regardant le Brent, on a l'impression qu'il délivre des signaux en avance. Toutefois, pour le WTI, ça ressemble plutôt à une phase de consolidation. Et on est sur support. Donc pareil, il faudrait une bougie flux qui accélère pour vraiment se dire très bien le marché va aller un peu plus bas. Pour le moment, on est plutôt dans une phase de consolidation. Et tant que la moyenne mobile tient, eh bien, on pourrait peut-être retourner sur les 40. Pour venir combler le gap ici, qui n'avait pas été totalement comblé puisqu'il manquait encore 50 centimes. Donc, à surveiller, mais encore un peu trop tôt le pétrole pour affirmer une correction à venir. Le Bitcoin, il ne se passe rien. Dans une phase de léthargie assez profonde. Mais depuis le début de la semaine, même depuis une semaine, compliqué. L'analyse n'est pas très intéressante pour le moment, je trouve. À part me répéter et dire qu'on a une oblique qui passe par tous les plus hauts et que ça bute et que le marché travaille cette zone technique depuis de nombreuses semaines et qu'on fait plein de breakouts avortés et que pour le moment les marchés, la tendance reste haussière, mais donne l'impression qu'il y a un essoufflement et que les acheteurs cèdent du terrain et que les vendeurs sortent du bois au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais toujours au même niveau. Voilà. Depuis la semaine dernière, on prend 100 points, on perd 100 points, enfin 100 $, 200 $, même constat.
J'ai commencé éventuellement à tracer ce biseau. Je me dis peut-être que, parce que le triangle est finalement est vraiment pas terrible, peut-être qu'on a un biseau ascendant. Ce serait bien d'avoir un autre point de contact, au moins 3 points de contact ici. Et bon, encore trop tôt pour affirmer que c'est un biseau, mais faut laisser du temps au temps sur le Bitcoin tout simplement, parce que là, on manque encore de visibilité pour affirmer vraiment, encore une fois, qu'on va avoir un bull run en direction des niveaux de résistance, ou au contraire, que les vendeurs vont sortir du bois et vont nous faire une belle bougie flux en direction des niveaux de support. Toutefois, j'ai quand même le sentiment que les acheteurs, enfin, cèdent du terrain, oui, qu'on manque de carburant. Voilà. Ce bull run ici, avorté complètement, et cette phase léthargique ici, donne le sentiment que le marché s'essouffle. À voir, c'est encore un peu tôt pour confirmer ce scénario, mais en tout cas, si on regarde vraiment la psychologie des prix, on pourra avoir un peu ce sentiment-là. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, demain, vous pourrez aussi vous inscrire au prochain webinaire éducatif qui aura lieu au mois de juin. Je ferai la promotion à partir de demain. J'ai enfin trouvé une personne pour venir nous expliquer le fonctionnement de l'Ishimoku. Donc, je vous expliquerai plus en détail la date, le lieu, enfin du moins sur des délais fixes, mais surtout le thème à venir. Donc, soyez présents demain pour vous inscrire au nouveau webinaire de formation au trading. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.